Donc bienvenue sur le podcast Pixis, un nouvel épisode avec Sylvain Grondal. Bonjour Sylvain. Bonjour Norman. Est-ce que tu vas bien? Très bien, merci et toi? Oui, parfait. Donc je vais te laisser te présenter. Moi, c'est Sylvain Grondal, donc j'ai 36 ans, je suis le papa du plus beau garçon du monde. J'en ai un deuxième en route et sinon je suis Scrum Master depuis plusieurs années maintenant et j'ai aussi une belle expérience en tant que Product Owner. Félicitations. Merci. Pour tout, hein. Merci. Écoute, moi ce qui va m'intéresser, en fait, nous on se suit sur LinkedIn depuis pas mal de temps, on se connaît aussi depuis un certain temps et un temps certain. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent. Oui. Donc, c'est ton parcours, évidemment, de consultant, Scrum Master. Je sais que tu as ou tu vas passer la PSM3, donc Oui. tu nous en diras un peu plus, mais aussi la boîte dans laquelle tu travailles. D'accord, ok. Donc, on va peut-être commencer par toi et ton profil. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui t'a séduit justement dans ce parcours de Scrum Master? Ah. Et comment c'est venu? Ça, c'est une bonne question. Moi, ma formation, c'est plutôt le monde du réseau informatique. J'ai commencé ma carrière dans une équipe qui travaillait dans le réseau, la gestion de bases de données. Après quelques années là, je suis devenu analyste, mais une analyste fonctionnelle, et on a subi une transformation digitale. Une transformation. Subi. Moi, je l'ai subi personnellement, parce qu'en gros, j'étais l'analyste principal sur le produit. On était encore dans un cadre magnifique et très agile où j'avais une analyse de 350 pages. Et le Scrum Master qui arrive et qui nous dit « Bon, félicitations, maintenant vous êtes une équipe Scrum. Donc, ton BIP, tu vas le jeter et tu vas nous faire tout ça en des analyses de dealing maximum. » J'ai dû regarder sur Google ce qu'était une user stories. C'était un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et j'ai utilisé le terme suivi parce que j'ai fini 9 mois dans mon divan. Et en fait, ça a créé ma vision. Okay. Je suis le Scrum Master dont j'avais besoin. C'est mon mantra tous les jours. Ouais. Et donc, je suis ce Scrum Master qui s'occupe principalement du Product Owner, qui s'occupe principalement du système. Je suis pas développeur, je viens de l'infra. Les devs savent mieux que moi. C'est une équipe, elle sait se parler, elle sait avoir son intelligence collective. Mais le Product Owner, il est souvent très seul. Et ça, moi, ma fierté, c'est de l'accompagner. Est-ce que je peux dire que tu as eu un burn-out? Oui. On peut mettre ce mot-là? Oui, on peut le dire. C'est marrant parce que, avec Eric, justement, on en parlait il y a pas très longtemps. On a l'impression que il y a toute une vague de personnes qui sont dans l'IT, qui ont subi, peut-être comme toi, une transfo ou autre chose, en tout cas. Et puis, à un moment, qui se réveillent en disant, mais en fait, l'agilité, je trouve que c'est chouette et je veux faire ce métier-là, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est un chemin qui est peut-être pas le plus fréquent, mais qui apparaît. Moi, je l'ai déjà expliqué, j'ai eu un burn-out, j'ai créé Pixis. Point. Parce que justement, je voulais la boîte qui me met pas les gens en burn-out. Et pendant cette phase des 9 mois en question, je veux dire, qu'est-ce qui t'a quand même allumé et ta vision? Tu m'as dit, j'ai eu une vision. C'est quoi, un éclair de génie ou alors tu as vraiment ce qu'on appelle une vision d'entreprise ou une vision long terme? Je vais clairement le dire, c'est ma femme qui m'a sorti de là. Okay. Vraiment, c'est grâce à mon épouse que je me suis vraiment réparé. Mais cette graine avait été plantée OK, on a voulu faire cette transformation, pourquoi? OK, on avait une échéance trop forte, donc il y avait une échéance légale avec des sanctions administratives qui allaient nous tomber dessus. On n'avait pas le choix, il fallait y aller. Pourquoi est-ce que selon eux, c'était la meilleure manière de faire? Pourquoi se réorganiser alors qu'on avait déjà un tel risque? Et là, j'ai commencé à creuser. J'ai creusé et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est juste génial. J'ai vécu, moi, les grosses analyses, la moyenne, c'était 40-50 pages, qui mettaient 2 mois et demi à se développer pour récupérer quelque chose de buggé jusqu'à la moelle. Je veux plus ça. Je veux un feedback tout de suite. Je veux voir le produit évoluer. Je veux faire des petites choses. Et puis, j'ai commencé à assembler pas mal de pièces. J'étais, par exemple, le premier analyste dans cette entreprise à descendre de 2 étages, faire « Bonjour, c'est toi qui vas utiliser mon logiciel tous les jours. Je vais mettre un nouveau bouton qui va faire oui, non et qui va impacter le calcul. Tu le veux où, ce bouton ?» Et là, vraiment, j'ai cette image, ce souvenir de l'utilisateur qui me dit « Déjà, pourquoi tu me demandes ?» Et pourquoi est-ce que c'est juste un oui-non? T'as pas pensé aussi à C? Ah, tiens, C, je n'avais pas pensé à C. Voyons voir, creusons un peu. Et là, tout a commencé à s'emboîter dans ma tête. Ces 9 mois que j'ai passé dans mon divan, objectivement, pendant 6 mois, j'ai pas su sortir du divan. Et puis, j'ai passé 3 mois à me former, à me réparer, à prendre du temps pour moi, à voir vers où je voulais aller. Et là, c'est devenu clair. Je voulais travailler dans un cadre agile. Mais est-ce que je voulais être product owner ou scrum master? J'étais pas encore sûr. J'étais analyste, j'étais business analyst. J'avais envie de dire, business analyst, product owner, dans le quotidien et dans ma compréhension à l'époque, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Je vais essayer ça, je vais essayer de devenir product owner. Je suis devenu donc product owner. Et là, je me suis rendu compte que j'adorais l'ownership d'un produit tant qu'on n'avait pas la dimension politique.
Dès que On va pas citer de nom, j'imagine. Non, on ne pourra pas citer de nom, mais c'était des vrais politiques. Ok. Tu as quand même fait une expérience de product owner. Oui, tout à fait. Ok. Et là, maintenant, tu es plutôt parti sur l'option Scrum Master. Oui. Au support de product owner. Voilà. Donc, j'ai 2 ans d'expérience de product owner sur 3 produits différents. Et Scrum Master, je suis Scrum Master depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Et j'ai des expériences géniales là-dedans parce que vraiment, je me rends compte que c'est là-dedans que je suis le meilleur. De ton expérience de product owner, je vais Oui. mettre le côté politique de côté. C'est quoi la plus grosse difficulté? On est seul. Mhm. Un product owner, c'est quelqu'un qui est très seul. C'est quelqu'un qui va se prendre les stakeholders qui seront très rarement satisfaits ou très rarement aussi satisfaits qu'on l'espère. C'est quelqu'un qui va sortir de cette réunion où ça s'est pas très bien passé et qui va tomber sur des devs qui meurent de faim et on fait quoi, je peux prendre quoi, je peux prendre quoi. On se retrouve vraiment entre un marteau et une enclume. On n'a pas beaucoup de support, en tout cas, c'est selon mon expérience. On a un côté aussi un peu frustrant. J'étais product owner dans une société de service où donc pour moi, la personne qui m'intéressait le plus, c'était la personne qui allait utiliser mon logiciel. Mais la société de service dans laquelle je travaillais me disait: «Non, il y a un cahier des charges, il y a un cadre, tu ne peux pas aller leur parler. Sinon, ce sont des changes, donc on perd de l'argent». Comment tu aides les PO à gérer ce genre de situation en tant que Scrum Master maintenant? Mais je ne travaille plus vraiment avec des cahiers des charges établis en amont. Il y en a, mais j'arrive à leur faire comprendre que le plan est illusoire, que se dire: «Dans 1 an et demi, le logiciel ressemblera à ça», c'est pas possible. On ne sait pas. On ne sait pas dire à quoi ressemblera le logiciel dans 6 mois. On peut avoir un désir, on peut avoir une direction et une tendance qu'on veut suivre, mais tant qu'on n'expérimente pas, tant qu'on n'éprouve pas la réalité du terrain, notre logiciel, on ne sait pas à quoi il va ressembler plus tard. Ah ben, revenons à ton parcours. Oui. Donc là, tu as été, disons, au plus profond Oui. de ta motivation. Tu es ressorti avec des idées pour aider les product owners. Donc, tu as suivi ce parcours de Scrum Master. Et bon, nous, on est formateurs, ou en tout cas, on a suivi un peu l'école scrum.org. Oui. J'entends que c'est celle-là que tu as suivie aussi. Oui, Qu'est-ce qui a également. fait que tu as choisi celle-là plutôt que l'autre? Alors, à la base, mon entreprise m'avait envoyé chez Scrum Alliance pour Ok. me former avec ma Bruno, qu'on connaît à peu Mhm. près tous ici en Wallonie, Oui. qui doit avoir formé la moitié de la Wallonie. Salut Bruno. Et en fait, ben, j'avais adoré le modèle du cours, mais ce qui m'a déplu, c'était le modèle économique derrière. C'est ce jour où j'ai reçu ce mail disant: «Bonjour Sylvain, ta certification va expirer, sauf si tu repayes 200 $.» Oui. Et là, je me suis dit: «Si la valeur de ma certification est le fait que je la repaye tous les 2 ans, est-ce que je lui donne vraiment de la valeur?» J'ai commencé à regarder. Ah tiens, scrum.org, c'est différent. Ce n'est pas une formation nécessairement sur site, mais c'est plutôt des QCM. Et la formation est à vie. Bah, je vais plutôt m'orienter vers ça, histoire de ne payer qu'une seule fois ma formation. Et j'aime beaucoup la manière dont ils ont structuré leur niveau de formation et la manière dont ils commencent à l'étendre. Bah, quand je suis rentré dans le concept d'evidence-based management, j'ai trouvé ça génial. Quand j'ai entendu parler de leadership agile, j'ai trouvé ça génial. Je n'ai pas encore suivi celui de facilitateur ou sur le backlog management, mais ils font partie de ce que je souhaiterais faire. Et puis, je me suis lancé ce challenge d'essayer la PSM3. La PSM3, j'ai travaillé plus d'1 an pour la préparer. En quoi elle consiste, en fait? La PSM1, c'est en gros l'équivalent de la CSM1 en la Scrum Alliance, sauf qu'il y a un examen à la sortie. PSM2, PSM2, c'est également un QCM. ok. Donc, c'est un QCM en ligne. Je ne sais plus, il doit y avoir une quarantaine de questions. Donc, je dirais que la PSM1, le plus bas niveau, c'est vraiment le cadre Scrum. Mhm. Un sprint de 3 semaines, combien de temps dure le sprint planning? Quelle est la responsabilité d'un product owner? La PSM2 s'articulera beaucoup plus autour de tout ce qui est les valeurs. Quelles sont les valeurs de Scrum? Est-ce qu'on s'engage sur le contenu d'un sprint ou est-ce qu'on s'engage sur autre chose? La PSM3, le format est très différent. Donc, la PSM3, je ne peux pas divulguer beaucoup de choses à ce sujet parce que j'ai signé une clause de non-divulgation. Mhm. Mais en très gros, c'est une petite trentaine de questions. Ce n'est pas un QCM, ce sont des questions ouvertes. Il faut développer. Il faut Ouais. développer, illustrer. Par exemple, si on utilise des citations, c'est facile de sortir des citations. Je pourrais dire: un Scrum Master mort est un Scrum Master inutile de Ken Schwaber, qui est une fille. Je pourrais dire aussi que il ne faut pas maximiser le taux d'utilisation maximise la non-prédictivité d'une équipe, de Henri Kniberg. Je pourrais les sortir, celle-là, c'est clair, c'est une bonne punchline, mais c'est pas ce qu'ils attendent. Ce Ok. qu'ils attendent, c'est si on utilise une citation
qui est très parlante en soi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là? Pourquoi celle-là et pas une autre? Comment est-ce que ça répond à la question? Et tout reviendra toujours autour de l'empirisme. L'empirisme, les valeurs, l'engagement des artefacts, Mhm. d'utiliser aussi la bonne terminologie. Si on écrit le mot cérémonie, la question est ratée. Nous ne Oui. sommes pas une église, nous ne sommes pas un culte. Un événement. Oui. Parfois, il y en a qui sont très dogmatiques. Il y en a qui sont très dogmatiques. Maintenant, j'aurais tendance à ne pas être trop dogmatique, mais être trop théorique. Ce que je veux dire par là, c'est que je base souvent, j'ai de l'expérience, j'ai vu une dizaine de contextes, mais souvent les personnes qui ont écrit ces livres et ces conseils en ont vu 40, 50, 60. Et donc je me dis que leur empirisme est différent du mien et que je peux m'en servir. Il faut que Ouais. je me le mobilise. Il faut que je puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on écrit ça dans ce livre. Il y en a qui vont l'écrire pour la punchline et pour bien vendre, mais c'est pas le but en soi. Mhm. Tiens, j'ai une question un peu plus légère. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la police sur LinkedIn qui t'empêche de parler de méthode agile? Je fais des dédicaces et des bisous à tout le monde. Hein. Que ce sont les mêmes qui disent que l'agilité est mort, Ah, ok. que c'est un débat sans fond, qu'on va chercher des punchlines et mettre des mots qui buzzent pour récolter un maximum de likes et un maximum de commentaires. Alors oui, Scrum n'est pas une méthode, c'est un cadre léger. Mais bon, enfin, on va pas non plus à chaque post parler du modèle cinéphine, on va pas non plus... restons... C'est un framework simple. Oui. Restons simples. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la partie justement Scrum, parce que je pense que tu as des ambitions aussi à la Scrum.org. Oui, clairement. En fait, j'ai un objectif personnel. J'aimerais d'ici 3 ans rentrer ma candidature pour devenir Scrum Trainer. C'est mon objectif. Ouais. C'est ce que je voudrais. La formation est la partie de mon métier que je préfère. Qu'elle soit dans des sessions en one-to-one ou en classe. Par exemple, j'ai été donné cours au premier bac GRH de la Haute École de la province de Liège. Qu'est-ce que c'est le management agile? Quel est le rôle du manager dans un cadre agile, ce grand oublié? Pourquoi est-ce que c'est lui qui pourrait faire échouer ou au contraire faire en sorte que l'équipe soit rencontre le plus haut succès possible? Pourquoi est-ce que cette personne dont on ne parle pas dans le Scrum Guide est à ce point importante? C'est marrant parce que ce matin, on en parlait justement, on était à une conférence. Le thème, c'était ouvrir l'actionnariat aux employés d'une entreprise. Justement, Michel faisait la remarque que peut-être que ça s'applique plus facilement à des sociétés ou des entreprises qui ont déjà fait un pas vers l'agilité. On parle d'entreprises libérées, voilà. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas où partager le pouvoir, c'est déjà quelque chose de facile. Bon, une des réponses était, en effet, on peut pas passer d'un mode dictatorial à un mode partagé juste parce qu'on a envie de partager l'actionnariat. Mais du coup, ce qui m'amène à cette question, et moi, ma réflexion d'avoir essayé longtemps de ne pas être le patron de Pixis pour suivre un peu les traces de mon mentor, et j'en reviens quand même où, à un moment, il n'y a rien à faire. L'entreprise, et c'est ce qui était dit ce matin par par des patrons qui ont partagé beaucoup de leur entreprise, l'entreprise n'est pas une démocratie. Ce n'est pas pour autant une dictature. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, tu me parles justement de leadership, du manager oublié un peu dans cette théorie Scrum. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je suis d'accord. Une entreprise n'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature non plus. Mhm. Le management est très important. Le management a une vision, a une stratégie. Le management, le top management a une vision dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. On voudrait être là. Il y a une nouvelle loi qui est en train d'être discutée. Les équipes sont pas encore au courant parce que nous, on est invités dans les cairns. On est au courant qu'il va y avoir un impact. Il faut qu'on anticipe. Évidemment que le management a un rôle très important. Le management est vital. Le management doit donner une vision. Là où je suis plus pour l'agilité, c'est que le management est souvent loin des problèmes du quotidien. Mhm. Les problèmes sur le long terme, les stratégies, etc., forcément, on a besoin de leur input. Mais qu'un directeur vienne s'asseoir à côté d'un développeur pour dire comment tu as fait ta fonction, Ouais. ça n'a absolument aucun sens. J'ai pris un exemple un peu grossier exprès. Les personnes les plus proches des problèmes sont les mieux armées pour y répondre. Donc, un certain leadership et une certaine autonomie doivent exister. Sinon, on va revenir dans un cadre de chaîne de montage où quelqu'un dans un bureau a pensé que c'était mieux de mettre les boulons à gauche plutôt qu'à droite. Ouais. Non, c'est la personne qui manipule tous les jours ces boulons qui sait ce qui est le mieux. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce que dans l'histoire que je me raconte, j'ai l'impression que tu renforces justement le message que je dis et en même temps tu opposes management et agilité. Dans ce que tu as dit, hein, la façon dont tu as répondu. Ici, oui. Dans la ouais. phrase telle que je l'ai exprimée, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Ce qu'ils exprimaient ce matin, donc c'était le CEO d'Automation, je pense, où il exprimait justement, en gros,
il y a une nécessité d'avoir une vision, une stratégie, et puis en gros, tu délègues le comment aux équipes. Ouais. Donc, elles doivent avoir une grande autonomie. Ouais. Maintenant, il faut engager les bonnes personnes. Les personnes qui acceptent Ouais. l'autonomie et la responsabilité qui va avec. Ça merde, c'est pas grave. Mais il faut le corriger. Alors, c'est pas grave si l'entreprise autorise que ce ne soit pas grave, que l'on soit dans une entreprise où l'erreur soit permise. Oui. Ce n'est malheureusement pas le cas partout. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec ça. La vision, la stratégie, l'ambition, c'est une direction générale qui doit être donnée par le management. Le day-to-day, l'opérationnel et comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs, c'est clairement le rôle des équipes. Et oui, n'importe qui ne peut pas être product owner, c'est bien ce que je disais. Donc le product owner, on le dit souvent, c'est le propriétaire du produit, c'est le directeur du produit, voire même le CEO du produit, comme la théorie peut le dire. J'aimerais bien en rencontrer. Oui. C'est quoi qui manque le plus souvent en entreprise justement pour passer ces différentes étapes? Parce qu'on parle souvent du proxy PO qui finalement n'est qu'un passe-plat. Ouais. Alors tout respect aux personnes qui assurent ce rôle, ça doit pas être facile. En effet, quand on leur pose des questions difficiles, ils n'ont pas la capacité de répondre Mhm. parce qu'ils ne peuvent pas en fait. Qu'est-ce qui manque à ces PO le plus souvent sur le terrain que tu peux observer? J'ai observé pas mal de types de product owners. Des product owners qui n'ont pas les épaules de product owner, qui sont un analyste qui vient d'être bombardé là. Comment ça, je peux prendre des décisions? J'étais pas au courant, je peux prendre des décisions. J'ai aussi observé des product owners qui n'ont aucune stratégie informatique, qui ne savent pas comment on va séquencer, être incrémental, qui ne comprennent même pas le concept d'être incrémental. C'est non, on va prendre une armoire, la mettre jusqu'au bout, et puis après, on va prendre une porte, la faire jusqu'au bout, puis les murs jusqu'au bout, et au final, on aura une pièce. Oui, mais Oui. on va ralentir tout le feedback, ça va générer d'autres problèmes. On a aussi les product owners qui ne connaissent pas le métier. Le métier du client. Le métier du client. Oui, ok. Le métier du client, j'en ai vu. Ma métrique préférée en tant que Scrum Master, c'est de regarder depuis combien de jours mon product owner n'est pas allé parler physiquement, en face à face, avec son métier, Oui. quand ce n'est pas quelqu'un du métier. Quand j'ai été product owner, je dis, je ne suis pas fiscaliste, je suis informaticien. C'est vous qui êtes fiscaliste. Si vous n'êtes pas extrêmement disponible, nous allons échouer. Pas je vais échouer, nous allons échouer. Vous, en tant que personne qui pratiquez le métier tous les jours, c'est vous qui connaissez votre besoin réel. Nous sommes itératifs et incrémentaux pour une raison. On ne peut pas savoir à l'avance exactement ce dont on a besoin. C'est en ayant le logiciel dans les mains, c'est en cliquant partout, c'est en voyant ce qui a été fait qu'on sait exactement ce dont on a besoin. Une vision à atteindre. Malheureusement, je n'ai pas encore accompagné un product owner qui avait une vision produit. Ok. C'était plutôt chaque fois une entreprise d'une certaine taille qui a sa vision où dans 3 ans, on voudrait travailler sur cet axe-là du logiciel. Mais le côté vraiment vision produit où pour qui est-ce qu'on fait tel service et comment est-ce qu'on va vérifier qu'on a réussi à atteindre et à améliorer tel processus, ça, malheureusement, je n'ai pas encore eu. Et donc très souvent, sur base de ce constat-là, ce qui manque, c'est des métriques, c'est des visions, c'est des besoins métiers à rencontrer. Mais le vrai métier, pas le métier venant d'un bureau où on a fait un grand plan. Ouais. Par rapport aux métriques, tu en as déjà parlé un peu, mais si tu avais 3 ou 4 points comme ça à partager, quand on te nomme Scrum Master d'une équipe et que tu veux faire une sorte de petit assessment, c'est quoi les premiers trucs que tu regardes? Auto-centré sur l'équipe ou plutôt dans le système dans lequel ça s'intègre? Mais en fait, je réagis à ce que tu dis parce que moi, l'image que ça me donne, c'est souvent rencontrer en entreprise, c'est que l'équipe, souvent, la portée de notre mission en tant que coach agile ou Scrum Master dans une équipe, c'est l'équipe. Alors que souvent, les problèmes ne viennent pas forcément de l'intérieur de l'équipe. C'est comment cette équipe s'emboîte finalement dans tout ce process de livraison d'un produit. Je veux l'élargir au sens le plus large possible de l'entreprise. Qu'est-ce que tu regardes en fait? Alors, au sens le plus large possible de l'entreprise, je regarde à quelle fréquence le product owner rencontre les utilisateurs, à quelle fréquence les développeurs parlent aux utilisateurs et comment est-ce que les relations se passent. Au plus auto-centré sur l'équipe, voir comment est-ce que eux entre eux interagissent, cette relation product owner et développeur au sens Scrum, hein, donc Oui. Pas codeur. pas codeur. Quelqu'un qui participe au développement du produit. Voilà, exactement. Je regarde également comment se passe le testing. Ça, c'est un axe qui est assez important pour moi. Est-ce que le testing est bien pris en main par l'équipe qui build la solution ou est-ce que c'est externalisé à une autre équipe? Pire, à une autre équipe dans un autre pays sur un autre fuseau horaire, comme on a déjà tous pu le vivre à un moment donné. Ça coûte moins cher. Hein. Ah oui, ça coûte beaucoup moins cher, c'est sûr. La première information dont j'ai besoin, c'est de savoir si l'équipe est réellement cross-fonctionnelle. Est-ce qu'elle a toutes les compétences nécessaires pour construire son logiciel? Est-ce que
Ouais, je pourrais te parler de profondeur de backlog, etc. Objectivement, ce n'est pas ce qui est prioritaire pour moi. Pour moi, ce qui est prioritaire, c'est savoir est-ce que cette équipe a un sens? Est-ce qu'ils ont un objectif à atteindre à relativement court terme? Je parle même pas de sprint goal ou quoi, mais voilà, est-ce que ce sont juste des gens qui sont assis l'un à côté de l'autre parce qu'ils partagent la même stack technique? Est-ce qu'ils ont une réelle pierre à casser, un réel besoin à rencontrer? C'est vraiment tout ça, mais ma priorité, c'est l'utilisateur final. Est-ce qu'il parle à l'utilisateur final? Hmm. J'ai rencontré un directeur informatique qui m'a dit très fièrement: «J'ai mis 2 ans à faire en sorte que plus personne du métier ne parle à nos informaticiens et toi tu veux tout casser?» J'ai dit: «Et ça fait combien de temps que vos logiciels ne marchent plus bien? Est-ce qu'il y a une corrélation?» Et en effet, il est arrivé à ce constat que ce n'était peut-être pas la meilleure décision qu'il avait prise. Oh, moi, ça me replonge dans une conversation que j'ai eue il y a bien 10 ans passée avec une société qui développait un logiciel. On parlait de stratégie de test. Ils avaient une métrique qui était le nombre de bugs qu'ils trouvaient. Et donc, en gros, pour eux, la release était prête quand ils avaient atteint le nombre de bugs qu'ils avaient découverts. Genre, il y avait 800 bugs connus. Quand ils avaient atteint 800 bugs dans le test, c'est que la version était bonne. Encore aujourd'hui, je m'en remets plus, quoi. J'espère au moins qu'il donnait une promotion aux développeurs qui trouvaient le plus de bugs. Et le pire, c'est que c'était une boîte qui cartonnait, quoi. Ils faisaient des millions. Comme quoi. Oui, on est loin. Avant de clôturer ce petit chapitre sur la partie Scrum Master, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui rentre dans une équipe? Donc, tu m'as dit les premiers trucs que tu regarderais. Donc, imagine, tu as quelqu'un qui se réveille avec l'envie d'être Scrum Master. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? À part venir à la journée agile, bien sûr. C'est sûr, oui. Et m'écouter à la journée agile. Oui. Tu disais que c'est le 7 juin, c'est ça? Oui, 2024. Mais je ne sais pas si l'épisode sera prêt à ce moment-là. Donc, disons que en 2025, il y aura aussi une journée agile. Une personne qui se réveille et qui veut devenir Scrum Master, ce que je lui donnerais comme conseil, ben déjà, lire le Scrum Guide. C'est affreux le nombre de personnes qui ne l'ont jamais lu et qui pensent travailler dans un cadre Scrum. N'oublions pas, un Scrum, ça ne marche pas. Donc, ben, la base est malheureusement théorique. Il faut connaître notre théorie, il faut savoir. Une revue de sprint, ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas le développeur qui va systématiquement montrer et défiler tout le logiciel. Oui, on parle de stratégie dans une revue de sprint. Oui, on parle d'objectifs, on parle du product backlog, on parle de métriques, on parle de tout ça. Le métier de Scrum Master a l'air simple vu de l'extérieur, mais je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas le travail que nous avons qui n'est pas visible. Ne serait-ce que connaître un peu tout le monde pour pouvoir créer ces ponts. Pouvoir dire, tu as un problème, ok, attends, qui pourrait t'aider dans l'entreprise? Il y a 2500 personnes dans l'entreprise. Ouais, l'équipe infra, ils sont une quarantaine. Oh, allez, je vais aller vers Pedro. Salut Pedro, est-ce que tu peux aider mon ami? On a vraiment un côté social, vraiment. Et on doit être des personnes sociales. Je pense également qu'un Scrum Master trop analytique, ça ne fonctionne pas bien. Pour moi, un Scrum Master est quelqu'un qui doit avoir un certain leadership empathique. Il doit savoir comment fonctionne un être humain et savoir qu'un être humain, c'est une bête pleine d'émotions. Et l'émotion a sa place au travail. Quelqu'un qui se réveille, qui veut être Scrum Master, il doit se rendre compte que s'il reste juste sur un mécanisme de la daily, c'est 15 minutes. Non, moi j'ai déjà fait des daily de 30 minutes qui étaient beaucoup plus constructives que toutes les autres du sprint. Comme j'ai déjà eu des daily de 2 minutes qui étaient beaucoup plus constructives que toutes les autres du sprint. C'est vraiment... Le guide Scrum est un cadre, donc propose un cadre léger qu'on va adapter dans un contexte. Il faut aussi qu'il soit conscient que certaines choses vont devoir changer dans ce contexte et qu'il va devoir, lui, apporter ce changement et accompagner ces personnes dans le changement. Oui. Un Scrum Master qui est dans une entreprise, je parle d'une entreprise de petite taille, ne parlons pas de mastodonte, où son product owner continue d'assister à tout ce qui est comité de pilotage, comité de programme, etc., doit commencer à essayer d'amorcer un certain changement dans cette mentalité qui fait perdre énormément de temps, parce qu'alors on fait la même réunion 2 fois au final. Oui, tout à fait. Je mets un bémol quand même parce que j'arrive dans certaines équipes où quand ils font une démo, je suis déjà content. C'est vrai. C'est vrai, j'ai l'air sûr de moi, etc. Mais j'ai quand même une développeuse d'une de mes équipes que j'accompagne depuis 1 an qui m'a, et j'ai honte, demandé il y a 3 semaines, c'est quoi une definition of done? Oh non. On a fait un atelier pour la créer, on l'a fait vivre, on en parle souvent en rétro et tu me demandes ce que c'est. Par quoi tu compléterais justement les formations pure Scrum?
Parce qu'on parle justement, c'est un métier social, de contact humain. Par quoi, toi, tu as complété ou que tu voudrais encore compléter les formations Scrum? Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement empathique par nature. J'ai une assez bonne lecture des personnes autour de moi en général. Mais je pense qu'une formation que j'avais eue il y a quelques années m'a vraiment ouvert les yeux sur les différences qu'il peut y avoir dans le monde du travail. On a eu Ennéagramme. Ah oui. Et simplement, Ennéagramme, en fait, j'étais dans une équipe de 2, j'étais en conflit avec l'autre. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais quelqu'un d'émotif. Bon, spoiler alerte, je le savais. Et lui, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement analytique. Oui. Et donc, on parlait des fois de la même chose, mais avec un degré d'émotion tellement différent qu'on ne se comprenait pas. Donc, avoir des notions de qui sont les êtres humains, comment est-ce que ça fonctionne, pour moi, c'est important. J'ai parlé d'énéagrammes, mais il y en a d'autres, il y a les colors, etc., Ouais. qui sont intéressantes. Mais je compléterai également ça par d'autres formations un peu plus techniques. Scrum est un cadre, il y en a beaucoup d'autres. Un des cadres qui m'a ouvert les yeux sur l'amplitude du monde, c'est Crystal Clear de Alistair Cockburn. Qui était aussi un co-signataire du Manifeste Agile. Tout à fait, et qui maintenant a créé Out of Agile, qui est vraiment très intéressant également. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai pris une claque, je me suis dit, ah bon, il n'y a pas que Scrum pour être agile. Mais qu'est-ce Ouais. qu'il y a d'autre? On commence tous notre parcours agile à un moment donné. Moi, c'est le deuxième que j'ai découvert. Puis, bon, je ne vais pas parler des frameworks à l'échelle parce que là, je ne suis pas sûr du terme agile avec eux. Mais Oui. voilà, ici, par exemple, je plonge énormément dans Kanban. En fait, Kanban, pour moi, est la plus belle forme d'agilité. Mhm. C'est l'agilité à l'état pur. Ouais. C'est Je vraiment, suis assez d'accord avec toi. Ouais. pour moi, c'est le but à atteindre de toute équipe. J'ai adoré Scrum, mais je pense que je préfère Kanban. Oui, moi aussi. J'avais Mathieu Genda il y a pas longtemps au micro, on parlait de Lean, Lean Six Sigma, Kanban. Franchement, je pense que ça revient à... Mais finalement, pourquoi on fait tout ça? Oui. Pourquoi il y a un PO? Pourquoi il y a un Scrum Master? Comment fonctionne l'équipe? Pourquoi on met Jira en place? C'est pas juste pour voir des tickets bouger sur un tableau. Non, tout à fait. Il y a un vrai fond là-bas derrière. Tout à fait. Et les métriques sont pas les mêmes, en fait. Les métriques ne sont pas les mêmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les métriques entre Kanban et Scrumban ne sont pas exactement les mêmes. Mhm. Elles varient très peu, Mhm. mais elles ne sont pas vraiment les mêmes. Par contre, tu parlais également de formation complémentaire et de Mathieu Gendai. Oui. J'ai suivi la formation Lean Six Sigma. Donc je Oui. suis Lean Six Sigma Black Belt. Oh, monsieur. Quel Dan. Non, je rigole. 27. La formation Lean est la meilleure boîte à outils que j'ai reçue en tant que Scrum Master. Je ne pense pas, objectivement, et très objectivement, je ne recommanderais pas de suivre la Black Belt pour tout Scrum Master, parce Oui. que alors c'est très mathématique, c'est vraiment du contrôle de variabilité. Par Mais une contre, Green Belt. la Green Belt est vraiment un outil génial. C'est très, très, très intéressant, ne serait-ce qu'ouvrir et mettre un nom sur ces fameux gaspillages. Mhm. Scrum, c'est basé sur l'empirisme et la pensée lean. C'est Mhm. d'ailleurs le titre de notre talk à David Budin et moi lors de la 7 journée juin. agile, le 7 juin. Quel jour? C'est un vendredi, 7 juin. Et en fait, cette formation, nous l'avons tous les deux vécue en tant que Scrum Master comme étant OK, je viens de regarder de l'autre côté de la Lune. Je viens de voir. Et là, maintenant, je vois la Lune sous toute sa rondeur. Ouais. C'est vraiment bizarre comme image que j'ai utilisée là. Ouais, je vois bien. Mais cette formation, je n'ai plus jamais rien vu de la même manière. 3 jours après l'avoir suivi, j'ai réoptimisé toute ma cuisine. Je suis beaucoup plus content. C'est un bête exemple personnel. Ouais, ouais. Mais un jour, j'ai regardé ma cuisine, je me suis dit, bon, pour aller chercher mes poêles, bah c'est con, elles sont au fond de la cuisine, alors que ma table de cuisson, elle est tout devant. Ouais. Et c'est une bête manière d'illustrer ce que peut être le lean. C'est voilà, ici, j'ai un énorme gaspillage de mouvement et de transport. OK. Et par rapport à l'informatique, qu'est-ce que je vais voir? Tiens, ces fameuses user stories. En tant que je souhaite afin de, Mhm. je te mets au défi d'ouvrir un product backlog, de regarder les 30 premières user stories et de comprendre la différence entre ces stories tant que tu n'as pas le afin de. Ah ouais. Elles ouais. sont toutes formatées exactement de la même manière. Ça en devient illisible. Donc, cet outil qu'on a mis en place pour remettre vraiment l'utilisateur au centre du besoin informatique, on a créé une sorte de flou dedans à cause de ce formatage qu'on utilise trop. On en revient un peu à cette notion de culte du cargo. On nous a dit que ça marchait bien de créer un format d'user stories, je vais l'appliquer partout. Ouais. Pour moi, un titre qui a été détaillé juste à temps, juste assez, et qui est assez clair pour que n'importe qui puisse prendre la carte et commencer, suffira dans la grande majorité des cas. Ah oui, je suis assez d'accord avec toi. J'entends Michel qui me souffle à l'oreillette que les formations Lean Six Sigma arrivent bientôt sur le catalogue Pixis. J'ai bien entendu, hein? Mais vraiment, je les recommande, ça m'a ouvert les yeux. Mon métier a été révolutionné. Il a créé des nouvelles techniques et des nouvelles approches que j'adore enseigner, que j'adore redescendre dans mes équipes. Donc franchement, si vous êtes Scrum Master, si vous pensez qu'il vous manque des outils, allez-y, foncez.
Un exemple d'un outil que j'ai utilisé dernièrement. Alors, j'avais une rétrospective avec une équipe et cette équipe arrivait sur la fin de son produit. On estimait qu'il nous restait un truc du style 3 sprints avant de pouvoir se dire le logiciel est terminé. Et là, alors, j'ai proposé, parce qu'on n'impose pas, mais je propose un cadre, j'ai demandé qu'on utilise les 6 chapeaux de Bono. Ok, on a le produit qui va arriver à une phase de fin. Et si on remettait les émotions au cœur, quelles sont les émotions positives que ce logiciel nous génère? Quelles sont les émotions négatives que cela nous génère? Et vraiment, de se forcer une manière de penser par rapport à un produit nous a permis de tirer un nombre de points d'attention sur lesquels il allait falloir sérieusement se pencher avant de vraiment se dire que le logiciel est terminé. On va dissoudre l'équipe Scrum, continuer de faire vivre ce logiciel, mais avant de se dire c'est fini, avoir regardé sur base des émotions et sur base des émotions générées aussi par un utilisateur, parce que des utilisateurs étaient présents, ça a été d'une richesse incroyable. Et ça, c'est un outil, oui, j'en avais entendu parler une fois dans ma carrière, mais je ne savais pas que c'était un outil de la boîte à outils du Lean. Et ce n'en est qu'un parmi tant d'autres. Le diagramme d'arête de poisson, le fishbone diagramme Ishikawa, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Il faut apprendre à le faire. Et mon préféré, alors, il faut savoir que tout ce qui était à la mode a été repris par Safe. Donc, le value stream mapping est maintenant quelque chose de repris et de connu et d'utilisé dans Safe, sauf qu'ils font ça n'importe comment. Un value stream mapping n'est pas auto-centré sur une équipe. C'est tout le processus du début à la fin. On passe par l'utilisateur, on passe par le flux complet de la demande. Si tu regardes la littérature, je veux dire, de base du value stream mapping, on part bien du client qui passe une commande, des commandes que nous, on passerait chez le fournisseur et de tout le process de création du produit. Oui. Bon, là, c'est souvent dans le secteur industriel, donc produit physique, mais créer un logiciel, c'est aussi un processus de création. Donc, je plus sois. Les premières fois que j'étais sensibilisé au Lean, donc vraiment remettre l'utilisateur au cœur, il y a ce concept de Go-Gemba. Le Gemba, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement l'endroit où se passe l'action, les choses. En informatique, on a notre Gemba, nos utilisateurs ont le leur. Et là, on est sur un développement d'un produit, une équipe monoproduit qui va répondre à un problème de commerciaux très clair. Et là, je dis à l'équipe, bon les gars, j'ai l'impression ici que fonctionnellement, on arrive à la fin d'un gros bloc. Ce serait pas le meilleur moment pour retourner voir nos utilisateurs. Si, allons-y, bonne idée. Et là, c'était merveilleux. Donc, c'était dans une énorme salle où, en gros, ils vendaient des briques et des trucs du style. Et on s'était arrangé pour que 2 développeurs soient avec un commercial. Et donc, on avait pris les 8 personnes. On était 4 équipes et on se promenait dans la salle. Et là, moi qui observe toute cette scène-là, je vois 2 de mes développeurs qui deviennent blancs, mais blancs comme un linge. Je vais trouver qu'est-ce qui se passe. On vient de comprendre, Sylvain. Tout notre processus est à l'envers. C'est A, B, C, D. Et nous, on commence par D, C, A, B. Ouais. Il faut tout revoir. OK. C'est gros ou pas? Non, mais heureusement qu'on le voit maintenant. Donc déjà, très, 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 très content parce que personne ne l'avait vu. Même les utilisateurs qui avaient testé le logiciel. Ah oui. Et puis après, je vois qu'il y a quelque chose qui les titille. Je dis, qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Tu vois là, tous les produits, tous les articles sur les murs, tu sais comment ils les encodent? Non. Bah, ils les écrivent à la main et ce serait intéressant qu'on regarde leur taux d'erreur. Je fais, mais taux d'erreur, ok, mais t'as une idée, t'as une piste, t'as une solution? Je crois qu'on pourrait générer des QR codes. Cool. Ok. Ça nous a pris 2 jours. On a fait le sprint d'après, on l'a commencé directement après le Go-Gemba. Le sprint, c'était remettre le process en ordre, corriger le back-end, corriger le front-end. Et puis après, bon, allons-y, voyons voir. Et ce POC, où est-ce que ça en est? C'est fait. Ça nous a pris 2 jours. Ok, on regarde un secret absolu. Personne n'en parle. Par contre, à la sprint review, je veux toutes les couches de management possibles. Je les veux tous. On fait la revue de sprint, on montre nos corrections, et on lit dans la salle clairement que la moitié des directeurs se demandent pourquoi ils sont là. Oui. Et puis après un moment, il y a le product owner qui sort de son sac une bouteille d'une marque de soda très connue sur laquelle était mis un QR code et dit « En fait, on vous a réunis pour ceci. » Et donc, il met ce QR code au milieu de la table. Donc, regardez, maintenant, je vais créer un nouveau lot. Hop, il photographie le QR code et les informations remontent directement. Là, le directeur achat nous a dit « Monsieur, vous venez de propulser notre société dans le 21e siècle. » Personne n'y avait pensé avant. Il faut rencontrer nos utilisateurs là où ils travaillent. Exact. Il faut une sprint review. L'utilisateur utilise le logiciel. L'utilisateur utilise le logiciel dans une sprint review. Ce n'est pas, on ne lui montre pas, on regarde comment est-ce qu'il va le vivre, ce changement. Est-ce qu'on est bon? J'ai déjà travaillé dans une société. C'était un petit peu extrême, mais ils avaient été jusqu'à mettre des capteurs qui sentaient les variations de pulsation du cœur de l'utilisateur et qui traquaient ses mouvements d'yeux. Ouf. Ah ouais. Je me demande si le stress généré n'était pas dû à cet équipement. Ok.
Bon, si ça devient la norme, peut-être pas, mais là, si c'est une fois... Mais ça a donné beaucoup d'informations très intéressantes. Ok. Merci pour le partage. Donc, allez voir l'utilisateur. Ouais. Ouvrez les portes. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ta société. Je peux dire ta société, voilà, on se comprend. Comment t'es rentré là? Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est quoi la gouvernance? Comment vous faites les choses? Ok, très curieux. DT Service and Consulting est une société qui a été créée il y a 4 ans par Thibaut Drey, mon patron. Thibaut Drey, il est Black Belt, Lean Six Sigma. Il est ingénieur de formation et il travaille depuis toujours dans l'amélioration continue. Il est sorti de l'école, il est rentré dans l'amélioration continue et depuis, il y reste. Il est également formateur avec Lean Six Sigma Company. Et petit à petit, il s'est dit qu'il allait agrandir sa société. Et là, il a contacté un de ses amis d'université, David Budin, avec qui je fais la conférence à la Journée Agile, le 7 juin. Coup du hasard, David Budin est un de mes vieux amis également. En fait, nos épouses étaient à l'école ensemble. David était assis à ma table d'honneur à mon mariage. On est vraiment proches. Et lorsque j'ai voulu changer d'entreprise, David m'a dit viens voir un peu. Et en fait, le principe de cette entreprise, c'est que on fait ce qu'on veut. Nous sommes des employés, nous avons un devoir de rentabilité, mais notre rate, notre client, plusieurs clients, est-ce qu'on veut plutôt faire des formations? Est-ce qu'on veut faire de l'import-export de vanille? Peu importe, tant qu'un business model est cohérent, est bien amené, en fait, on fait exactement ce qu'on veut. On est vraiment, pour moi, une entreprise libérée. Nos augmentations salariales, c'est nous qui avons décidé. Voilà, ici, on a quelqu'un qui arrive pour la première fois à son seuil de rentabilité, parce que personne coûte d'abord beaucoup d'argent, puis en rapporte, tu connais. Et le mot d'ordre, c'était seuil de rentabilité égale augmentation. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que vous voyez de faire ça? Alors, certains étaient plutôt genre, moi, je veux un plus gros pourcentage sur les clients que je ramène. D'autres étaient plutôt dans un esprit plus égalitaire, genre, augmentation de... Et donc, vraiment, c'est un modèle où on construit ensemble cette société complètement. Nous avons différents types de profils. Nous avons des analystes, mais principalement des chefs de projet en amélioration continue et des Scrum Masters. On est basé à Liège. Nos clients principaux, on a du Infrabel, du Ores, enfin plutôt des grands comptes. Okay. Nous sommes disponibles pour donner soit des formations, des interventions ponctuelles. On a été faire des audits. On est allé auditer des chaînes de montage avec notre expérience Lean. On est allé auditer des cycles de développement dans des équipes Scrum. On a accompagné des transformations. Et voilà, nous sommes en train d'évoluer, de nous redéfinir assez fréquemment. Tiens, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà suivi la formation Management 3.0? C'est en cours. C'est cool parce que il y a, enfin, ça dépend qui donne la formation et si le sujet va être sur la table, mais il y a un des exercices justement qui est, si mes souvenirs sont bons, d'après la littérature de Jürgen Appelo, oui. Il y a l'exercice sur salary formula, oui. qui est justement définir son salaire. Après, on parle aussi d'augmentation ou de bonus. Et donc, il y a vraiment toute une série d'exercices là-dessus. C'est pour ça que je me demandais si vous étiez inspiré de ça ou... Non, je pense pas. On n'a pas spécifiquement pris le Management 3.0 de Jürgen. Et d'ailleurs, je vais corriger ce que j'ai dit. Je suis pas en train de suivre une formation, je suis en train de lire le livre. Ok. Voilà, je sais que le Management 3.0 est extrêmement compatible aux méthodes agiles. Et donc, c'est pour ça que je me forme dessus. Mais non, ici, l'entreprise, à ma connaissance, ne s'est pas basée sur ce genre de modèle. Je pense plutôt que ça s'est basé sur base de les frustrations que nous avons tous rencontrées dans nos entreprises précédentes. On m'a déjà refusé une formation à 300 € sur mon temps libre. Ah oui. C'était 300 € et le reste, c'est en soirée et le week-end, c'est pour moi. Donc, ça ne coûte rien dans le budget d'une entreprise, en fait. Rien du tout. Et ici, mon mot d'ordre, c'est fais ce qui t'éclate. Fais ce qui t'éclate. Tu sais combien tu rapportes, tu sais combien tu coûtes. Au final, tu dois être rentable, mais tu veux des formations, prends des formations. J'ai acheté pour 200 € de livres il y a un mois. Je me suis pris mes certifications Scrum sans devoir faire valider par 27 personnes. Oui. Non, voilà, je me sens prêt à passer ma certification sur l'evidence-based management. Hop, next, finish, c'est bon, j'y vais. Voilà, ça, c'est un confort, c'est extraordinaire. Et surtout, moi, ce que j'adore de cette entreprise, ça fait 13 ans que je travaille, c'est la première fois où 100% des promesses qui m'ont été faites à l'engagement ont été tenues. Et ça, en tout cas, Thibaut, si tu nous entends, je te remercie. Thibaut, je profite de ça pour te dire, je t'attends au micro. Ok. Voilà, passe le message. Je passerai le message. Écoute, on va arriver tout doucement à la fin de l'épisode. Ouais. Moi, je te laisse le mot de la fin justement pour dire comment on te contacte. C'est quoi ton réseau ou ta façon préférée qu'on prenne contact avec toi? Où est-ce qu'on te retrouve dans pas longtemps? Ouais. Donc, à toi. La meilleure manière de me contacter, c'est sur mon LinkedIn. C'est là que je suis le plus actif. Donc, Sylvain Grondal, Grondal. Je publie entre 3 et 5 fois par semaine. J'essaie de publier du contenu de qualité. D'ailleurs, je suis assez fier. Je viens d'enchaîner 4 Scrum Trainers et Eric Laramé de Montréal qui ont commenté mes posts. Je suis une petite fierté personnelle.
LinkedIn est le réseau qui m'éclate parce qu'en fait, c'est la manière que j'ai d'ancrer ce que je lis et d'ancrer ce que je pense avoir compris. C'est vraiment, si je le formule que je suis suffisamment clair pour être compris, c'est que je l'ai compris. Et sinon, je serai bientôt à Nivelles. Je crois qu'on a dit le 7 juin, c'est ça? Le 7 juin. Le 7 juin. Oui. Journéeagile.be. Oui, donc à la journée agile, je serai présent avec mon ami David Budin pour justement parler de Scrum et la pensée lean. J'en profite aussi pour répéter, comme à chaque épisode, il existe un répondeur sur Vodio. Donc notre podcast est hébergé chez Vodio. Vous pouvez laisser un message sur notre répondeur. Si vous le destinez à Sylvain, dites-le simplement dans le message, on lui transmettra. Et si vous précisez également qu'on peut le publier, il sera publié en public sur le prochain. Je vous remercie. Merci à toi Sylvain. Merci beaucoup Norman. Merci beaucoup Michel. Merci Michel. Et à très vite. À très vite, oui.